alliance pro-américaine et la ligne du parti, en gros. Et on parle pas du tout de tous les mouvements un petit peu pro-Staline et anti-révisionnistes qu'il y a eu un petit peu à l'intérieur, ou alors on les accusait de vouloir renverser l'Union soviétique, ce qui n'était pas toujours le cas. Déjà, pour replacer un petit peu dans le contexte, à la mort de Staline, enfin, 3 ans après la mort de Staline, t'as Khrouchtchev qui se ramène et au 22e congrès, il commence à tracher Staline, enfin, voilà, et entame une politique de déstalinisation. À cette politique, du coup, il y a 2 réactions. Il y a les pays qui en fait, s'aligner, c'est peut-être pas le bon mot, qui vont un petit peu se faire envahir, enfin pas envahir, mais dominés par l'URSS, donc toutes les démocraties populaires, parce que n'étaient pas tous pour en fait rejeter Staline. Et les pays qui vont s'aligner du coup sur l'Albanie socialiste et la République populaire de Chine. Ce qui va aussi causer, par exemple, dans les pays occidentaux, des scissions des partis marxistes-léninistes, et qui vont, du coup, les scissions pro-albanaises et pro-chinoises vont rajouter le parti marxiste-léniniste à la fin du nom du parti. Et du coup, concrètement, qu'est-ce que ça a donné dans le bloc soviétique? Donc, en février 56, Khrouchtchev, dans son discours secret, dénonce les soi-disant crimes de Staline, le culte de la personnalité de Staline, et entame du coup un processus de déstalinisation, donc on arrache les statues de Staline, etc. Donc les gens de l'Union soviétique au début sont un peu perdus parce que du jour au lendemain on leur dit Staline c'est pas bon. Ce qui du coup va engendrer des petites manifestations à Moscou, mais ça va rester léger. Là où ça va vraiment partir en vrille, ça va être en Géorgie, donc là d'où est né Staline, qui du coup en mars en fait pour l'hommage à Staline les gens ils se rassemblent à Tbilisi, voilà, pardon. Bon, du coup, il y a eu des arrestations préventives, et d'après le ministre des Affaires intérieures géorgien, donc t'as un mec qui décide de planter un officier parce qu'il a pas mis une garde d'honneur autour de la statue de Staline. Voilà. Pour dire à quel point c'est un peu le bordel en Géorgie. Du coup, le lendemain, t'as 50 000 personnes qui se rassemblent pour du coup l'hommage à Staline, donc principalement du Komsomol, donc c'est l'organisation de jeunesse du parti communiste. Et qu'est-ce que je voulais dire? Voilà. Et du coup, le 7 mars, en fait, il y a un grand débrayage, donc les universités, les écoles qui ferment, et ça grossit, ça passe à 70 000 personnes, donc t'as des ouvriers, des étudiants, des membres du parti aussi, c'est important de le noter. Et dans la même nuit, dans les autres villes, donc Gori, qui est la ville natale de Staline, et 2-3 autres villes, elles rejoignent un petit peu les manifestations et les rassemblements pro-Staline. Et donc, pour rien arranger à ça, t'as une délégation de la PLA qui voulait faire un pèlerinage dans la ville natale de Staline, qui se ramène, donc menée par Tsoudé. Et du coup, on lui demande de venir faire un petit peu un discours, etc. Bon, et le 8 mars, ça grossit encore, t'as 100 000 personnes qui se rassemblent. Donc, Tsoudé ne fera pas son discours, ce sera une autre personne de la délégation chinoise. Et au final, les gens... Ah oui, c'est vrai, je ne l'ai pas précisé. Et au final, les gens, ils vont en fait refuser de se disperser à la fin. Ça va aussi commencer à taper, on va dire, un petit peu aux portes des responsables locaux, qui vont finir un petit peu par s'adresser à la foule et dire on promet, on va défendre Staline. Du coup, en fait, après le discours, après le discours en fait de la délégation chinoise, ça part en émeute totale. Donc on pensait que ça allait se calmer avec la nuit, mais au final, non. Et le lendemain, donc le 9 mars, on finit par envoyer l'armée qui finit par tirer sur la foule. Et donc, d'après les sources, t'as entre 100 et 800 morts. Voilà. Plusieurs sources qui divergent.
Et donc après, finalement, forcément, on a tiré sur la foule, donc les gens commencent à se disperser. C'était un petit peu l'une des plus grosses, on va dire, manifestations pro-Staline qu'il y a eu dans l'Union soviétique. Parce que après, le reste, en fait, ça sera des petites grèves, un petit peu par-ci par-là contre les mesures de Khrouchtchev et de Brejnev, hein, ainsi de suite. Donc, donc ensuite, après ce moment, il ne faut pas croire que ça va se calmer, etc. Donc comme je l'ai dit, il va y avoir des petites grèves. En fait, le discours de Khrouchtchev est en février 1956 et les rassemblements, c'est direct dès mars. En fait, surtout pour la commémoration de la mort de Staline. Et, oui. Et du coup, voilà. Après, il faut pas croire qu'après, du coup, ces événements-là, les gens vont se calmer. Du coup, il va y avoir, en fait, les gens vont montrer leur dissidence aussi dans les élections, en mettant par exemple des faux bulletins de vote où ils ont écrit comme quoi Khrouchtchev a assassiné Beria pour arriver au pouvoir, ah, j'ai oublié le mot, calomnie Staline, voilà, et un petit peu d'autres trucs dans ce goût-là. Oula, T'es merde. morte? Non, désolé, j'appuie sur le Ah, mauvais ok. bouton. Bref, du coup, je reprends. Du coup, donc après, niveau de la dissidence, il y a eu aussi des tentatives de reformer des partis ou des organisations politiques. Alors, je ne vais pas les tous les lister parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Et souvent des petits groupuscules en fait. Enfin, test. Ouais, je vais peut-être l'enlever. Alors attends. Je trouve les paramètres là-dedans. Voix et vidéo. Voilà, re. Est-ce qu'on m'entend bien là? Ok. Donc du coup, je disais, après tous ces événements-là, en fait, il y a eu plusieurs tentatives pour recréer des partis ou des organisations politiques. Alors, je vais peut-être en citer quelques-uns. Il y a eu le Parti du travail de Russie, l'Union des travailleurs honnêtes, et il y a eu le, je retrouve le nom, ah oui, le Parti communiste révolutionnaire des travailleurs et des paysans, voilà, qui a été fondé en fait par deux frères, les deux frères Romanenko. Donc l'un en fait était électricien et du coup le parti a l'université pour faire des études en journalisme. Et l'autre était journaliste sur le journal local de l'Union, non, du syndicat local. Et de former du coup le Parti révolutionnaire des travailleurs et des paysans. Et ils envoient une lettre en fait à Mao où ils critiquent un petit peu le Parti communiste de l'Union soviétique. Bon, naturellement, euh, ça va rester un petit peu miniature leur organisation et ils vont direct se faire arrêter dès. En fait, ils écrivent la déclaration pour leur parti en 64, en septembre 64, et ils se font arrêter dans le mois et ils seront libérés en fait en octobre 64 parce que Khrouchtchev va tomber et va être remplacé. Qui va un temps
réconcilier avec la Chine et donc libérer. Et les Romanovs, c'était des Ukrainiens là-bas, afin de nous poser un petit peu le contexte. Ensuite, il y a eu l'Albanie qui est arrivée et qui a sorti. Alors, non, c'est pas se réconcilier avec la Chine, mais on va dire tenter de réinverser le split entre la scission entre la division entre les. Parce que, enfin, pendant un temps, en fait, elle n'était pas non plus au point où on l'était à la fin. Ah. Après, là, je peux pas faire grand chose avec le son parce que malheureusement, j'ai pas mon matériel. J'ai tout laissé à Paris. Bon, bref, du coup, je reviens sur, en fait, un fameux parti soi-disant organisé, clandestin partout dans toute l'Union soviétique. Donc, il y a l'Albanie qui arrive en fait avec qui ont une espèce de communiqué. Donc, le parti se faisait appeler le Parti communiste bolchevique de l'Union soviétique. Et qui disent on est prêt en fait on a des cadres un peu haut placés, on est prêt à renverser et au final bah, ça donnera rien. Mais ça retentit un petit peu internationalement. Après en 67, il y a une délégation d'étudiants chinois qui arrivent en Chine, en Chine, à Moscou. Mausolée de Lénine, ils finissent par se faire dégager pour quelques raisons et ils vont dans le parc d'à côté, ils commencent à chanter l'international et à révisionnisme. Donc ils vont comme ça un petit peu foutre le bordel. Et après à côté, il y a un étudiant chinois qui recrute des Russes, enfin, du coup dans l'université à Moscou, et ils commencent en fait à essayer d'organiser un énième parti et à distribuer des trucs. Au final, ils seront arrêtés et les Chinois seront raccompagnés directement en Chine. Et par contre, le cas des étudiants russes, bah, bizarrement, elle va disparaître. Enfin, le, le, l'affaire ne sera pas retenue par la justice, plutôt. Ensuite, un autre parti qui va être intéressant qui a été fait, c'est le Centre des travailleurs. Alors, je sais pas si ma traduction est bonne. Je réfléchis, est-ce que c'est. Ouais. Je ne suis pas planté. Euh... Ah, oui, voilà. Non, du coup, le Centre des travailleurs qui a été lancé dans l'usine de. Enfin, qui a en fait conduit plusieurs grèves du coup dans l'usine de Maslenikov. Ah, je prononce sûrement très mal, mais c'est pas grave. Et du coup, ils ont réussi à avoir un petit peu pas mal d'améliorations. Ah bah, en fait, les gens ils se sont arrêtés parce qu'ils sont. Alors, soit ils sont accusés d'être des agents extérieurs, soit. Enfin, il y a plein de. Il y a un peu plein de raisons, comme. Pas la dissidence, mais la sédition, enfin, un peu. En fait, tu as une relaxe un petit peu sous Khrouchtchev, où ça se politique. Et après, avec Brejnev, c'est reparti encore. Mais en fait, tous les partis qu'ils ont tenté de construire, genre par exemple le worker, le centre des travailleurs, au final, ils ont fait réussi à mener des. Enfin, c'est pas vraiment un parti, mais ils ont réussi à mener en fait plusieurs grèves. Et en fait, en 79, ils ont publié un nouveau manifeste communiste où ils ont un petit peu soutenu le retour à la dictature du prolétariat et Mao. Et au final, le KGB a fini par les arrêter. Le parti, donc je crois que ça devait être 7 ans de prison, 5 ans d'exil et son pote, c'est 6 ans et 5 ans. Du coup, c'est un peu ce qui est arrivé.
tous les mouvements anti-révisionnistes en URSS. Soit c'était en fait des partis qui étaient groupusculaires, pas communiquer entre eux, où ils se faisaient arrêter, puis ils étaient en fait directement surveillés. Parce que en fait, l'Allemagne, en fait, il y a deux pays où c'était vraiment chaud au niveau de la surveillance. C'était l'Allemagne avec la Stasi et l'Union soviétique. Par contre, un truc qui est aussi intéressant à noter, c'est les délégations chinoises qui sont allées un peu foutre le sbeul en URSS. Au final, il y a eu le délire en Chine d'utiliser les ambassades comme un petit peu pour propager en fait la pensée Mao. Et en fait, ils ont pas trop. Enfin, en URSS, c'est resté assez calme parce que bon, il y avait des grosses tensions. Par contre, dans les républiques populaires, il y a une influence beaucoup plus importante, notamment en Allemagne de l'Est. Euh, où il y a un groupe qui. Comment dire. Alors la Roumanie, par contre, j'ai aucune information là-dessus. Mais il me semble que ouais, il y avait des liens entre la Roumanie et la Chine qui étaient assez forts à une époque. Et comme d'hab, j'ai perdu mes marque-pages. Bon, bref. Du coup, en Allemagne de l'Est, c'était tellement influent, on va dire, qu'ils ont fini en fait par empêcher les gens d'aller à l'ambassade. Et en Allemagne de l'Est, par contre, ils ont réussi à développer aussi un fort mouvement anti-révisionniste qui s'est du coup rallié, en fait, qui était l'un des seuls qui avait une portée qui dépassait l'Allemagne, enfin, qui dépassait juste, on va dire, le bloc de l'Est, puisque à la fin, il s'est rallié à une section, c'était la section d'Allemagne de l'Est, ouais, d'un parti en Allemagne de l'Ouest, qui était le MKP, non pas MKP, c'était, si, c'était le KPDML, voilà. La Corée du Nord, elle avait des liens avec la Chine à l'époque. Et du coup, en autre fait notable, c'est surtout la Bulgarie où il y a eu une tentative de coup d'État. Donc on a fini par un peu moins accuser les Chinois, mais faute de preuves, il n'y a pas eu grand-chose. La Hongrie, c'était pareil en Allemagne que l'Allemagne, enfin pas pareil que l'Allemagne parce que le mouvement n'était pas aussi fort, mais c'était surtout un mouvement étudiant. Et là où ça peut être intéressant aussi, ça va être en Pologne où du coup tu as eu, on va dire, un ancien. T'as eu en fait un parti qui fait parmi qui est l'un des rares en fait à avoir été nommé un certain nombre, enfin avoir des liens avec la Chine assez puissants. Parce que souvent hein, de qui a été assassiné? Alors voilà. Donc voilà, justement en Pologne, tu avais Michel qui était ministre de l'économie, qui au final a été dégagé. Et c'est là, à partir de là, où il a un peu fondé son Parti communiste de Pologne. Et le problème, c'est un parti dans le bail ultra nationaliste et antisémite. Mais par contre, ils étaient reconnus par la Chine à un moment. Bon, et après, comme. Voilà. Donc en fait, du coup, ce qui est intéressant à noter, c'est vis-à-vis des mouvements du coup, qui ont pu plus se développer dans les démocraties populaires, c'est que souvent, ça a été des mouvements soit étudiants, soit donc oui, étudiants qui avaient en fait, soit des mouvements isolés qui du coup avaient aucun lien dans les masses. Et du coup, bah, forcément, ça a fini et il n'y a pas eu grand chose. Voilà. Aussi un truc à noter, et qui était une revendication qui revenait beaucoup, c'était, enfin une accusation qui revenait beaucoup vis-à-vis des dirigeants enfin à l'encontre des dirigeants des républiques, des démocraties populaires, on les accusait d'être des vassaux. En fait,
il y avait, on va dire, on sentait un petit peu il y avait des dénonciations un petit peu des reprises des discours un peu de Mao sur le social-impérialisme du coup de l'URSS. Bref. Du coup, en fait, si vous avez des questions, ce sera plus simple. Du coup, là, on est dans la partie questions, c'est ça? Ouais. Ok, bah là, du coup, tous les gens là qui ont des questions, là, c'est le moment de les poser. Alors, il y a une histoire comme quoi Staline aurait été empoisonné. Si j'avais une question, comment ça se passait du coup avec les ambassades chinoises, ces histoires, en gros, d'exporter la révolution culturelle? Alors, bon, déjà, tu avais le fait d'aller filer des petits livres rouges un peu à tout le monde, des tracts, etc. Ouais. Et de traduire, on va dire, un petit peu sauf en Albanie, Hmm. où ils diffusaient justement les écrits de Mao, mais Ouais. c'était le gouvernement qui choisissait. Ok. L'Albanie, c'est un peu particulier, par contre. Ils ont eu un délire de révolution culturelle aussi particulier. Oui, contre le rock et les cheveux longs. Non, mais en fait, ouais. L'Albanie, c'est quand même. Ouais, c'est vrai que du coup, j'ai pas parlé de l'Albanie, alors effectivement, c'est un peu. Ouais. Ils sont partis sur un truc un délire en mode révolution culturelle, alors que 2 ou 3 ans avant, Oja avait dit c'est bon, toutes les conditions de restauration du capitalisme, il n'y en a plus en Albanie. Et quand Mao a lancé la révolution culturelle, il a dit je veux faire pareil. Hmm. Du coup, il y a un camarade qui te demandait si tu pouvais rappeler du coup les mouvements anti-révisionnistes qu'il y a eu en URSS. Oula, alors, tu veux les noms des partis ou... Bah, alors, je sais pas, lui il demande les mouvements anti-révisio. Il dit qu'il a bugué à un moment, mais Bah, en fait, t'as eu les grosses émeutes en Géorgie, mais ça, du coup, en fait, t'avais un peu de tout dedans. Après, t'as eu, en fait, des tentatives de partis ou d'organisations, comme, alors, le marque-page où j'ai mis les noms. Merde. Ah, merde, j'ai pas fait ça. Ah, si, c'est bon. Alors, en fait, je vais donner juste je pense, celui qui peut-être le plus important, enfin, un important en tout cas. T'as le Parti communiste révolutionnaire des ouvriers et des paysans. T'as eu aussi un truc, ça a été appelé le vrai Parti communiste, mais dans les années 70, puis t'as eu le parti pour la lutte, non, pour la lutte de la réalisation des idées léninistes. Puis après, en fait, c'est toutes les petites sectes, ça, après, qui sont créées. hmm. En fait, t'as vraiment eu un bon paquet de. Bah, alors, les émeutes en Géorgie, d'après, ouais, enfin, t'as eu, on va dire, ouais, t'as eu la défense de Staline, t'as eu des idées, t'as eu des anticommunistes, enfin, t'as vraiment eu un peu à boire et à manger, mais à la base, ouais, c'était vraiment l'hommage à Staline. En vrai, non, pour les archives de Staline, c'est un peu chaud pour eux de les déclassifier, parce que ça remet en cause quand même pas mal de trucs. Oui, et puis genre, c'est la même raison pour laquelle la France ne va pas déclassifier ses dossiers sur le Burkina Faso et la période Sankara, quoi, histoire qu'on sache pas que le président a ordonné des assassinats, quoi. Non? Comment ça? Mais ouais, comme tu le dis, bah, l'URSS, enfin, la Russie aujourd'hui n'a pas intérêt à ce que certains dossiers soient ouverts au public, quoi. Mais ouais, aussi, ouais. Et euh, non, les documents sur Sankara, ils ont promis de les déclassifier. Enfin, à chaque fois, ils le promettent, ils le font jamais. C'est ça. Ouais.
Aussi un truc du coup sur parce que je discutais avant la formation. Bon du coup c'est plus facile quand tu discutes avec un camarade que quand tu fais la formation. Du coup de la formation et on parlait en fait du coup de l'échec des mouvements anti-révisionnistes dans les bah, du coup en URSS et il me disait en fait on peut mettre ça en parallèle avec du coup la Chine d'aujourd'hui et le mouvement en fait en Chine parce que en fait c'est un peu les mêmes problématiques, c'est des gens qui savent un peu comment ça se passe du coup comment dire tu on va dire c'est des pays qui ont eu l'expérience d'une révolution socialiste donc ils savent comment ça se passe, c'est pas comme un pays capitaliste où Oui, c'est pas notamment genre en Chine aujourd'hui, il y a pas mal de mouvements étudiants comme bah, du coup dans certaines républiques populaires dont tu as cité qui avaient des mouvements étudiants un peu anti-révisio quoi. Mmh. Bah, en fait, il y a eu plein de trucs où c'était des mouvements étudiants, genre la Hongrie, Mmh. les mecs, ils étaient persuadés d'être les seuls, les seuls descendants enfin, de la pensée de Marx Ouais. et contre eux seuls contre les révisionnistes. Bon, au final, ça finit d'être complètement désillusionné, quoi. Ouais. Parce que bon, au final, ils ont pas eu grand chose comme soutien et ils ont pas eu grand chose comme répression. Enfin, au début, quoi, ils ont eu des rappels à l'ordre. Après, ça s'est un peu cassé la gueule leur truc. Et Ouais. après, les principaux sont restés des dissidents. Quoi, ils ont eu quelques condamnations. C'est tout. Oui, c'est pas comme ceux qui se sont pris en URSS 7 ans de prison après 5 ans d'exil. Ça, en fait, il y en a. Je crois que du coup, c'est. Ouais. Enfin, non, c'est 7 ans pour l'un, 5 d'exil, 6 pour l'autre parce qu'il avait des enfants. Ouais. Il n'y en a pas un des deux qui a fini après en Israël. Oula, aucune idée pour le coup. Parce que je t'avoue que c'est des noms que je retiens pas. C'est pas des noms. C'est des noms russes. C'est ça. D'ailleurs, je crois que j'en ai juste oublié d'en nommer plein parce que. Voilà. Après, de toute façon, l'important, c'est pas de savoir exactement le nom de tous les groupuscules anti-révisio qu'il y a en URSS, mais de savoir c'était quoi, en fait, ces mouvements anti-révisionnistes, quoi. Ouais, Genre, en fait, ouais, en fait, il y a eu une influence, on va dire, maoïste en URSS, mais c'est resté assez marginal. Il y avait surtout, on va dire, un petit peu. Enfin, il y a eu quand même une dénonciation, on va dire, de Khrouchtchev, parce que, par exemple, euh, le parti communiste révolutionnaire des paysans et des ouvriers, dans leur truc de texte de déclaration, si je ne me trompe pas, c'est eux où ils ont un peu trollé Khrouchtchev, parce que Khrouchtchev avait dit c'est plus la dictature du prolétariat, c'est la dictature du peuple tout entier. ouais. Et du coup, Oui, ils ont repris ça en mode on se fout de sa gueule, quoi. ouais. Enfin, non, parce que ouais, ils parlaient des voleurs du peuple tout entier ou un truc comme ça. Ah, ok. Du coup, c'était assez marrant. Mais ouais, en fait, où il y a surtout une influence Mao, enfin Mao ou albanaise, c'était surtout dans les pays, les républiques populaires. Ouais. Et d'ailleurs, c'est triste pour le mouvement en Allemagne de l'Est. Enfin, Oui, du coup, ce que tu as dit, c'est qu'en Allemagne de l'Est, il y avait des liens avec ce qui se passait en Allemagne de l'Ouest, c'est ça? ouais, c'est ça. Bon, au final, en fait, ils se sont alignés sur l'Albanie. Bon, on va dire c'est mieux que rien, mais Non, ouais, par contre, en Allemagne de l'Est aussi, t'avais un mouvement de l'Est, ouais, c'était, genre, j'ai oublié le nom du truc, parce que, voilà. C'était pas eux qui étaient en contact avec le MLPD ou un truc comme ça? Non, c'était le KPDML, plutôt. D'accord. Et non, ouais, en Allemagne de l'Est, t'avais un groupe qui s'appelait, ouais, bon, ah oui, voilà, la jeunesse progressiste. Et en gros, ils s'étaient tapé un délire de reprendre le style vestimentaire
Du coup, il y a une question de Casavox, je sais pas si tu l'as vu, qui est assez intéressante à répondre. Et du coup, il y a quoi à en retenir de ces expériences anti-révisio à l'Est? La raison de leur geste, c'est juste de pas avoir su faire le lien avec les masses. En fait, La répression, ouais, le problème justement des partis qui venaient plus ou moins des ouvriers, donc en fait, c'est qu'ils étaient isolés, ils arrivaient pas. Enfin, ouais, c'était des petits groupes en fait qui n'arrivaient pas à grossir et puis ils se faisaient vite arrêter aussi. Donc oui, en fait, t'as la répression, parce que c'est un truc en fait à prendre en compte que, on va dire, ils ont fait une révolution en Russie, donc ils savent comment ça se passe, donc ils savent. Donc voilà, c'est facile d'arrêter. Et ouais, la, 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 l'autre raison, en vrai, c'est. Mais ça, c'est les partis qui n'ont pas réussi à faire justement de lien avec les masses. ou bien quand ils avaient des liens avec les masses, c'était juste à une échelle, genre d'une ville, quoi, genre comme. Ouais, comme là, l'usine où ils ont mené des grèves. Bon, au final, ils ont Ok. fini par arrêter quand ça devenait un peu trop. En fait, je pense que pour te répondre, Guip, la question de la répression après la mort de Staline, je pense qu'il faut surtout comprendre que s'il y a une répression s'il y a une répression aussi rapide et aussi brutale, c'est bien parce qu'en fait ceux qui étaient les tenants de la ligne rouge, en fait, ils étaient déjà en minorité. Ou du moins, ils ont pas, ou du moins ils ont accepté le cours des choses et ils se sont fait, et ils ont pas pu mobiliser les masses pour éviter que les répressions se continuent ou du moins qu'il y ait un sabotage des lignes de Staline. C'est par exemple, j'avais lu une analyse sur je sais pas si t'en as parlé du coup, Alice, excuse-moi parce que je sais pas si t'as parlé du groupe anti-parti en 57. Le groupe, Non, allez. Alice, on a pas. En fait, le groupe anti-parti, c'est en 57, il y a Kaganovich, Molotov, ah non, je crois que je suis passé outre. Kaganovich, Molotov, Malenkov et Voroshilov, je crois. En fait, c'est l'opposition à Khrouchtchev qui tente de le faire dégager parce qu'ils sont pas d'accord avec ses réformes. Et en gros, Khrouchtchev, il utilise une méthode bureaucratique et il les fait tous arrêter par Zhukov. Et en fait, en gros, c'était les tenants en gros de la ligne rouge. Et j'avais lu des analyses dessus. Et en fait, le véritable problème qu'avaient ces groupes-là et comme ont eu tous les groupes finalement anti-révisionnistes, c'est que ils ont pas réussi à se lier avec les masses. Et d'ailleurs, le groupe anti-parti a refusé de faire de l'agitation dans les masses. Ils étaient persuadés que s'ils battaient Khrouchtchev lors de la prochaine réunion du plénum ou du bureau politique, eh ben voilà, ils auraient gagné. Alors qu'en fait, il y avait à ce moment-là, à la fin des années 60, et après le discours de Khrouchtchev, il y avait une énorme agitation dans le pays et qui attendait en fait une direction politique pour émerger quoi. Ouais, bah, Et le c'est problème, quoi? et le problème, c'est que voilà quoi, ils ont préféré utiliser les vieilles méthodes. Enfin, pas les vieilles méthodes, mais en gros, ils ont voulu circonscrire ça en mode genre, on va faire on va le battre, on va faire une réunion, on va le battre, et puis voilà, on changera la ligne. Alors que s'ils s'étaient appuyés sur les mouvements de grève, sur les mouvements qu'il y avait, parce que ça bougeait pas mal, peut-être que ça aurait pu changer les choses. Peut-être en fait, ça aurait peut-être fini en guerre civile, on n'en sait rien, mais en tout cas, Khrouchtchev aurait pas pu genre juste appeler l'armée et leur dire dégagez quoi. Ouais, bah, c'est comme quand Alice a parlé de la Géorgie où, genre en mars 56, il y a des dizaines de milliers de personnes dans les rues. Centaines de milliers, non? Centaines de milliers, bah, je n'avais pas retenu les chiffres, mais si tu me dis qu'il y a centaines de milliers, je crois. Bah, je crois que les mars, ouais, ils étaient à peu près, enfin, ils étaient près de 100 000, quoi. Ah ouais. Bah, après, il y a un moment, ils se sont armés aussi, et puis bon, t'as eu la répression des militaires. Oui. Le massacre du 9 mars. Euh, euh,
Mais du coup, t'avais parlé à un moment de la Pologne où il y avait un truc avec le parti, j'ai pas bien compris. Tu peux expliquer? Non, c'est les pro-chinois, ça. En fait, en gros, t'as un mec qui est en fait, c'est un peu chaud parce que ça. Donc, un mec qui résiste, il était en fait à la base, il était. Enfin, c'était pas comme les autres où c'était un mec qui sortait de nulle part. Il était un ancien ministre en fait. Enfin, Ok. il était ministre de l'économie. C'est comment il s'appelle? C'est Casimir Mijal, c'est ça, non? Ouais, c'est ça. Celui qui est parti dans des bails antisémites chelous. Oui, à la fin de sa vie, lui, par contre, il a mal fini. Mais ouais, du coup, après en fait, il a fondé en fait son parti. Ok. Et il a réussi à se faire reconnaître avec la Chine. Ouais. Bon, je crois que ça devait être 3 ans après, parce que. Et après, il parlait beaucoup avec la Chine. Et, c'est d'ailleurs un peu surprenant parce qu'il commençait à écrire ses textes bizarres aussi à ce moment-là. De toute façon, il y est. Entre ça et après Solidarnosc, il y a des trucs bizarres en Pologne. Voilà. Il me semble qu'il s'est aligné après qu'il est resté pro-chinois après la mort de Mao. Lui et son parti. Oui, parce qu'il était dégagé d'Albanie. Après, s'il avait déjà des lignes bizarres au début, je pense que son ralliement à la Chine, il est plus parce que il faut bien un allié plus que pas vraiment par rigueur idéologique. Non, parce que vraiment, en fait, il avait déjà fondé un truc bien avant. Ah, genre, ok. c'est pas n'importe qui. Genre, que je retrouve le nom du premier parti là. Non, ça, ah. Ouais, voilà. Il a fondé le Parti du travail polonais. Ouais. Où il a combattu aussi les nazis avec un peu tout le monde. Et puis ouais, après, voilà, en gros, il pas dire non plus. Oui. Non, pas une Veroja. On peut pas dire. Non, par contre, il s'est cassé d'Albanie après parce qu'il était plus d'accord avec Enver Hoxha après le split sino-albanais. Ouais, je crois. Il était en Albanie, après il s'est cassé en Chine, il est revenu en 83 en Pologne, mais il s'est fait, mais Jaruzelski lui a l'a foutu en résidence surveillée, je crois. Parce qu'il considérait que que le parti communiste polonais qu'il avait fondé, c'était un truc pro-chinois. Ce qui était vrai. Mais il avait soutenu Deng Xiaoping d'ailleurs. Ouais, vas-y camarade, tu veux poser une question? Ouais, juste vite fait, pour pas trop tergiverser, Milan dessus, mais je voulais juste savoir précisément c'était quoi les bails en Albanie. À propos de... Il avait parlé jusqu'à la fin là de cas particuliers de l'Albanie où genre il y avait des trucs spécifiques à l'Albanie et que du coup il a pas enfoncé dessus quoi. Mais je voulais savoir précisément ce qui s'est passé là. Mais résumé. J'ai pas compris. Bah, en gros, l'Albanie et la Chine Bon. sont un peu alliés contre le révisionnisme soviétique. Bon, sauf que, on va dire, t'as un moment où t'as un peu la pensée Mao Tse-tung qui va se développer, donc t'as les marxistes, léninistes, pensée Mao, et t'as l'Albanie qui reste anti-révisionniste, marxiste, léniniste, comme ça. Et du coup, t'as Hoxha qui à un moment qui veut suivre la Chine, qui veut faire sa révolution culturelle et qui l'applique un peu de façon, on va dire, étrange. Donc, c'est surtout du haut par le bas. Quoi. Et après, bon, t'as Mao qui meurt, t'as Deng Xiaoping qui fait ses réformes, et t'as Hoxha qui dit j'ai jamais soutenu Mao, il a toujours été révisionniste. Et voilà. Et aussi, quand ils éditaient en Albanie les bouquins, les textes de Mao, il me semble que c'était qui les publiait et pas. Ok. Sinon, vis-à-vis de Cuba, est-ce que tu sais des trucs? Alors, je sais que les Allemands de l'Ouest qui sont venus. Et les posadistes? Qui sont venus foutre la merde en chantant Castro, Mao et Guevara. D'accord.
Enfin, pas à Cuba, mais. Et après, non, Cuba, c'est pas. Cuba, je crois que ça va être le sujet que je connais le moins. Mais du coup, Hector, tu voulais dire quoi par rapport à Cuba? S'il y a eu des mouvements anti-révisionnistes là-bas, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'était ça à peu près la question. Ok. Pour le coup, aucune idée. Bah, en soi, il y a eu le Che qui était plus ou moins personnellement pas trop d'accord visiblement avec Ouais, mais il a pas, ouais, mais il a pas Khrouchtchev, créé, mais ouais, mais il a pas, il a rien il a pas fait. créé de parti d'organisation, maintenant. Hmm. Parce que malgré tout, Che considérait que Castro était le leader de la révolution. Il a jamais pensé autre chose. Ouais, en fait, Guevara, une fois qu'il avait fini la lutte, enfin, dès que ça a été fini, Cuba, il allait en Afrique. Oui, il est au Congo et après il est allé en Bolivie. Mais Guevara a toujours, le Che a toujours reconnu Castro comme le dirigeant, comme le leader maximo, comme le leader de la révolution. Il a jamais dit que c'était pas lui, quoi. Le Che. Et là où ils étaient pas d'accord, c'était plus sur les questions internationales que sur les questions, enfin, National. si, ça mettait en question ça mettait en rapport la question économique, mais après je connais pas assez, je sais pas. Parce que, bon, en soi, le Che, il avait écrit « Je suis venu au communisme par Papa Staline ». Après, de manière générale, je pense que ce serait intéressant, même si ce serait sûrement compliqué d'avoir des sources dessus, de voir aussi les mouvements anti-révisionnistes dans les pays du social impérialisme soviétique, que ce soit l'Éthiopie, l'Angola, le Mozambique. Mais je pense avoir des sources dessus, ce serait... L'Éthiopie, c'est simple, hein. L'Éthiopie, tous les mouvements qui étaient anti-révisionnistes sont tous fait massacrer par le derg. Voilà. Oui, voilà, c'est ça. Les pro-chinois sont fait Mengistu, massacrer, ils sont tous fait fumer. En fait, ils participaient à l'unité avec le derg et au fur et à mesure, en fait, ils les ont attaqués les uns après, il les a attaqués les uns après les autres. Ouais. Soit les mouvements pro-chinois et tout, ils les ont attaqués toujours sur soit ils étaient trop gauchistes, soit ils étaient trop à droite, et ils les ont fumés comme ça. Okay. J'avais trouvé un texte, je peux te le passer si tu veux, jamais ça t'intéresse, qui analyse la trajectoire du derg de la révolution jusqu'à la fondation du parti des travailleurs d'Éthiopie. Faut juste que je le retrouve. Et franchement, si tu le trouves, ouais, je le veux bien. Il me semble que c'est celui-là. Ouais, mets-le dans le chat, moi aussi ça m'intéresse. Enfin, dans discussion générale. Faudrait que je le relise parce que je l'ai lu il y a un petit moment, mais il était sympa. Et je trouve que la personne qui a écrit, en fait, elle montre assez bien les comment s'appelle les lignes et comment est-ce que le derg se crée et comment est-ce qu'en fait il parasite toute la lutte face au parti de la révolution populaire éthiopien ou le mouvement socialiste étudiant, enfin. Ouais, je vois. Il semble que c'est ça. Faut que je regarde, que je dise pas n'importe quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça le document. Ok. Bon, c'est long, hein. C'est un truc qui fait plus de 300 pages. Oui, tu m'étonnes si ça va du début de la révolution, du mouvement révolutionnaire en Éthiopie. Sinon, il y a la Corée du Nord. Ouais, enfin bon, je rappelle quand même que les mouvements anti-révisionnistes sont fait tuer par Kim Il-sung. On n'avait pas parlé d'ailleurs, Alice, de ça, des mouvements anti-révisionnistes en Corée du Nord. Si, j'avais balancé un texte de je sais plus quel mouvement, quel parti jaïste, sur le révisionnisme coréen. Ouais, parce qu'on avait parlé, je crois, au moment de la révolution culturelle, qu'il se passe un truc encore, enfin, il y a un truc en Corée du Nord qui se fait ultra réprimer. La Corée du Nord qui avait dit un truc du style genre Mao c'est un fou, il fait n'importe quoi, c'est un débile. Ils avaient écrit des trucs comme ça, genre c'est un fou furieux. Oui, c'est comme Castro qui dit que Mao est un fasciste.